toutes et à tous ce soir, ici à l'École normale supérieure, en cette salle Volkselan. C'est notre deuxième rencontre liée à la collection Questions républicaines au PUF, dirigée par Jean-Nima Ducange, ici présent, qui animera, comme la dernière fois, cette conférence, pour présenter la nouvelle parution, le livre de David Mühlmann, Lénine en son temps, avec une très belle couverture rouge, quand même, politique du moment opportun, donc une réflexion sur le temps et sur, qui nous rapproche de l'époque historique de Lénine et de sa pensée. On co-organise ce cycle de rencontres, dont on a dit avec les PUF, mais aussi avec le Temps des Ruptures, avec Germinal, avec le Cercle Lucien R et avec les communistes de l'ENS qui sont ici aussi en présent avec Jeffrey Bodenhausen, Hugo Giraudoux, et beaucoup d'amis. Et aujourd'hui, donc, on va changer la personne qui anime pour représenter toutes les composantes de ce cycle de rencontres. Et donc, c'est Mathilde Notarelli pour le Temps des Ruptures qui va co-animer avec Jean-Nima Ducange. Je ne dirais qu'un dernier mot. Lénine, aujourd'hui, est d'une actualité criante, et en particulier son slogan historique pain, paix, terre. L'autre jour, je suis allé à la boulangerie en dessous de chez moi. Le pain avait augmenté à 1,25 et plus à 1,20. Nous sommes en une période où la paix est à poursuivre et à rechercher par tous les moyens, et la terre avec d'une façon différente sur la question écologique et une question aussi d'actualité. Pain, terre, paix. La parole à David Mühlmann, Mathilde Notarelli et Jean-Nima Ducange pour les 2 heures qui viennent. Bon, je vais dire rapidement un mot. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Comme ça vient d'être dit, effectivement, cette collection a été lancée aux presses universitaires de France il y a quelques temps. Il y avait un premier ouvrage, un aperçu général sur l'histoire de la gauche par Gilles Candard. Nous avons commencé notre cycle, donc tous ensemble, la fois précédente avec Florian Gulli, autour d'un livre relatif à l'antiracisme, qui, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs depuis, a suscité quelques débats à droite et à gauche, et c'est bien qu'il y ait d'ailleurs les deux côtés, puisqu'il a eu une belle interview, notamment dans le Figaro, je le signale, honneur au pluralisme, c'est une très bonne chose. Et l'objectif, je rappelle quelques linéaments, bon, pour ceux qui étaient là la dernière fois, je vais dire en gros la même chose que la dernière fois, mais bon, il y a quand même une petite touch particulière avec Lénine, ça me donne l'occasion de dire quelques mots. Il n'est pas forcément évident, lorsqu'on revient sur l'histoire de la gauche politique, économique et sociale, d'aborder nécessairement, alors la question du bilan de l'expérience soviétique peut être éventuellement abordée dans quelques ouvrages à la marge, mais il est clair que reprendre la figure de Lénine comme homme politique, théoricien, en son temps, sur un certain nombre de points, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas à la mode. Et j'ai été très heureux de recevoir il y a quelques temps cette proposition de David Mühlmann. Nous avions échangé il y a presque une décennie autour de Rosa Luxembourg, je le dis parce que David avait publié il y a 10 ans, un peu plus même, un ouvrage au Seuil sur Rosa Luxembourg, Réconcilier marxisme et démocratie, qui avait rencontré d'ailleurs un certain écho, mais évidemment, et c'est très courageux de sa part, il n'est pas passé de Lénine à Rosa Luxembourg, ce qui arrivait à beaucoup de gens au XXe siècle, mais de Rosa Luxembourg à Lénine, ce qui est un peu moins fréquent, et qui mérite d'être souligné, et qui est courageux, je trouve, parce que la première chose que je me suis dite quand j'ai reçu ce manuscrit, après j'arrête l'anecdote, mais c'est pour vous dire l'esprit dans lequel on s'est inscrit, à part des biographies historiques, certaines très critiques, on va dire, d'autres un peu plus nuancées, d'essais politiques inscrits dans des dynamiques contemporaines autour de la figure de Lénine, ça n'existait plus depuis maximum le début des années 1980. Et quoi que l'on pense de l'œuvre du fondateur de l'URSS, déjà pas fondé tout seul, c'est moins qu'on puisse dire,
les questions stratégiques qu'il a posées dans toute une série de textes méritent d'être prises, je crois, et méritent d'être discutées. Et ce qui me semble conforme, si je peux dire, à l'esprit de cette collection, c'est que, comme il s'agit de nourrir, entre guillemets, les débats de la gauche politique avec des ouvrages sérieux ancrés dans l'histoire, eh bien, reprendre de cette façon-là la figure de Lénine autour d'un certain nombre de problématiques, ça me paraissait tout à fait judicieux. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on a fait le choix, et je remercie aussi publiquement les presses universitaires de France qui ont soutenu ce projet de bout en bout, en se disant, bah oui, après tout, Lénine, la stratégie politique, le moment opportun, c'est-à-dire tout l'aspect, mais David va développer mieux que moi, au moment où Lénine pense qu'il faut prendre le pouvoir ou pas, ou qu'il faut faire telle action ou pas, eh bien tout ça, ça nous paraissait, d'une certaine manière, non pas raisonner forcément avec les stratégies politiques actuelles, parce qu'il y a justement un déficit très fort autour de cela, mais ça nous paraissait important de remettre ce Lénine-là dans le débat. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a conçu, et je suis très heureux d'avoir pu accueillir donc, dans cette collection, qui comptera donc d'autres ouvrages sur d'autres figures de l'histoire de la gauche, y compris des figures entre guillemets plus consensuelles, et de pouvoir discuter de la figure de Lénine en son temps paraissait important. Donc encore merci à lui, parce que c'est quand même lui qui a quand même fait l'essentiel de ce travail, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Merci Jean Dumas. Donc, je suis Mathilde Nutarelli, je suis responsable de rubrique à la revue Le Temps des Ruptures. Donc c'est moi qui vais modérer, animer ce débat ce soir. Donc je suis très contente déjà de parler de ce sujet, le moment opportun, je pense que c'est le moment opportun d'en parler. Parce qu'en fait aujourd'hui, vous l'avez compris, avec les grèves de la CGT, avec le débat sur les salaires, sur la rémunération du travail, sur la taxation du capital, on voit qu'on a des sujets qui sont très ancrés à gauche, qui occupent le débat, et pourtant on n'a pas l'impression que la gauche arrive à s'en emparer et à être audible au-delà de nos sphères à nous qui sommes un peu engagés politiquement. Et donc on peut se poser la question, aujourd'hui, est-ce que la gauche a raté son moment opportun, après les gilets jaunes, après le Covid, la crise des services publics, de l'hôpital? Est-ce que la gauche a raté son moment opportun? Donc c'est pour ça que je suis très contente qu'on parle avec David aujourd'hui, puisque sans vouloir calquer une époque sur une autre, c'est quand même intéressant de voir comment on a théorisé il y a un siècle ces questions-là. Voilà, donc sans vouloir être plus longue, je vais laisser la parole à David qui nous exposera un petit peu, qui nous racontera, nous expliquera son superbe livre, et puis ensuite on aura un temps d'échange avec vous. Voilà. Ok, bah écoutez, merci pour tous ces compliments. Je suis effectivement très content d'être là pour présenter le livre. C'est toujours un plaisir pour un auteur de partager, d'avoir du retour. Déjà, je voudrais remercier. Je remercie d'abord Jean Dumas, à la fois pour notre relation amicale et intellectuelle, et aussi pour la qualité de la direction de sa collection. Merci au Temps des Ruptures pour porter ce séminaire-là. Merci à l'ENS, évidemment, pour son accueil. Une pensée tout de même pour Jean-Jacques Marie, qui est un historien de l'URSS qui a eu la gentillesse un grand historien de l'URSS qui a eu la gentillesse de relire mon manuscrit et qui ne peut pas être là ce soir pour des raisons de santé, donc je pense à lui, enfin moi je pense à lui. Alors, je vais prendre pas une heure, vous inquiétez pas, mais peut-être quand même 40 minutes pour poser les termes du sujet, parce que je pense que le sujet Lénine n'est pas forcément autoporteur, donc il faut quand même déplier quel est l'argument et le propos du livre. Alors, dans 2 mois, ce sera le centenaire de la fondation de l'URSS, qui date de décembre 1922 et pas en 1917 comme on peut le penser intuitivement. Donc il y a une actualité historique de la Russie, peut-être pas de Lénine, quoique en 1924, il est mort en 1924 et donc en 2024 on célébrera l'anniversaire de sa mort, mais il y a incontestablement une actualité historique de la Russie. Mort de Gorbatchev il y a 2 mois, qui a d'ailleurs pas mal intéressé les gens, et surtout, évidemment, je pense au retour de la Russie sur la scène internationale avec la guerre impérialiste en Ukraine. Poutine a récemment exprimé sa détestation du bolchevisme et de Lénine en particulier, en rendant les communistes responsables de l'autonomie politique de l'Ukraine contemporaine. Et Poutine a raison. Lénine s'est explicitement battu pour le droit à l'autodétermination nationale des Ukrainiens et contre ce qu'il appelait le chauvinisme grand russe. Y a-t-il une actualité politique de Lénine en France? Eh bien, je le crois. Sinon, je n'aurais pas pris le temps de lire et de relire les 47 tomes des œuvres complètes de Lénine en langue française.
non pas, disons d'emblée, parce que je crois que sa pensée serait intemporelle, faite de recettes qui pourraient être plaquées sur la situation contemporaine. Ce serait absurdement idéologique, et puis d'ailleurs complètement étranger au matérialisme historique de Marx et de Lénine, selon lequel celui-ci doit être appliqué à lui-même, c'est-à-dire soumis constamment à l'épreuve des réalités nouvelles. Le marxisme, pour Marx et Lénine, est d'abord un guide pour l'action, rien qu'un guide pour l'action. Et je pense que le marxisme a trop souffert de sa stérilisation dogmatique liée à ce qu'on appelait, il y a encore 50 ans en Europe, le marxisme-léninisme, pour qu'on ne verse plus ni dans l'idolâtrie, ni même dans une révérence inutile. Et il se trouve que la gauche d'aujourd'hui, en France en particulier, souffre d'un déficit de capacité stratégique dans sa manière d'envisager l'actualité politique, uniquement en fonction des circonstances sociales, économiques et en fonction de l'agenda électoral, et non dans le cadre d'une séquence ou d'une période pensée globalement et qui commanderait la tactique immédiate. Ça débâcle, annoncé d'ailleurs aux élections présidentielles de 2022, trouve, je pense, racine dans ce manque de priorisation stratégique dont la dispersion organisationnelle des forces n'est selon moi que le symptôme. Elle manque de direction, dans le fait de montrer la voie et de régler les potentialités d'action au regard d'une époque, je dirais, pensée à la fois comme un complexe de contingence et d'actualisation de détermination historique lourde. Et dans ce contexte, faire retour à Lénine est éclairant, parce que dans l'histoire de la gauche, et Jean Numa en sait quelque chose, Lénine représente l'exigence toujours renouvelée d'un effort de priorisation stratégique au service de l'action. Il était par excellence de ceux qui savaient articuler le temps long et le temps court, l'activité politique au quotidien et la patience face à la maturation nécessaire des situations, au degré variable d'évolution de ses composantes, par exemple gérer les écarts et la tension entre la prise de pouvoir et l'inertie bureaucratique, le fait de gagner la paix tout en cédant temporairement des territoires à l'ennemi, et aussi faire avec la pesanteur des mentalités ancestrales, comme on disait à l'époque, et donc engager dès maintenant des activités en vue de la transformation du conservatisme culturel grand russe, qui était jugé vital à l'époque pour l'avenir de la révolution russe. Et je pense, Jean Numa l'a rappelé, qu'aujourd'hui et demain, face aux crises et aux guerres que l'on commence à vivre, les problèmes stratégiques se poseront sans doute avec d'autres vocables que communisme, marxisme, socialisme. Mais ce seront les mêmes que ceux de Lénine. Le rapport à l'État, la conquête du pouvoir et ses modalités, les arbitrages entre réforme, insurrection et révolution, les équilibres entre gradualisme et rupture. Et il faut se préparer. Et en tout cas, s'armer intellectuellement face aux nuages qui s'accumulent déjà. Car nous entrons, on le voit, dans un nouveau cycle de crise. Stagnation économique, inflation galopante, crise énergétique, impérialisme à l'Est, nouveau moment autoritaire de l'État avec l'extrême droite au pouvoir ou aux portes du pouvoir dans plusieurs pays d'Europe. Lénine donc est ancré dans son temps, mais c'est précisément cela qui le rend si actuel, par sa capacité à élaborer une stratégie qui soit fondée, je cite, sur l'analyse concrète d'une situation concrète. Lire Lénine aujourd'hui, c'est refaire ce que j'appelle le geste de pensée de celui qui a pu transformer le monde parce qu'il a su le penser. C'est donc une invitation non pas à répéter, non pas à reproduire, ni même à actualiser, mais à faire retour à un acteur majeur du XXe siècle, sinon l'acteur majeur du XXe siècle, pour en prendre la mesure et pour développer d'autres outils de pensée au service de la transformation du présent. Je cite, « Sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire », écrit Lénine, qui résume là l'essentiel de sa conception de l'avant-garde et de son rôle. Il faut bien comprendre que la performance révolutionnaire d'octobre 17 n'a été possible qu'au prix d'un travail intellectuel acharné préalable. Pendant près de 2 décennies avant 1917, Lénine a travaillé dans l'ombre, à clarifier sa pensée, à analyser la situation historique spécifique de la Russie d'alors. Il faut relire un texte comme celui de 1899, Le développement du capitalisme en Russie, gros livre, avec ses innombrables statistiques économiques, ses analyses détaillées des secteurs de production, ses analyses des fractions de la composition de classe dans le monde agraire et ouvrier, pour comprendre pourquoi et comment celui qui insistait à la suite de Marx sur la centralité politique de la classe ouvrière industrielle
et aussi celui qui, dans le contexte considéré comme arriéré, sur le plan des structures politiques, socio-économiques et mentales de la Russie de la fin du XIXe siècle, a dû et su penser la nécessité de construire une hégémonie nouvelle, c'est-à-dire un bloc d'alliance entre le jeune prolétariat urbain avec la paysannerie pauvre ancestrale de Russie, afin de mener la révolution là où, contre toutes les prévisions, y compris celle de Marx, la crise politique a éclaté en Russie. Malgré la richesse du corpus des dits et des écrits de Lénine et de son appareil critique, à mon sens, il n'y a pas eu en France d'études systématiques qui ne soient, je dirais, ni partielles ni partiales. Et l'oubli dont il fait preuve aujourd'hui, après la banqueroute sanglante de l'URSS, à gauche, dans le champ intellectuel, dans l'université, en sciences politiques, en philosophie politique, relève, je pense, du même impensé que l'adoration hagiographique et militante dont on faisait preuve dans certains milieux militants, notamment trotskistes et maoïstes dans les années 70. Une sorte d'impensé symétrique, en quelque sorte, et qui est un symptôme très français. Parce qu'à l'idolâtrie stalinienne, qui était particulièrement forte en Europe d'un parti communiste français, qui s'est particulièrement brûlé les ailes, n'a jamais entrepris son autocritique collective sur le stalinisme, a répondu un courant de pensée fort, dit anti-totalitaire en France, si bien que la réunion des deux fait qu'aujourd'hui, il est communément convenu que Lénine égale Staline égale Goulag égale terreur. Et cette ignorance et ce silence ne sont pas partagés dans tous les pays. Aux États-Unis, au Canada notamment, surtout depuis l'ouverture des archives soviétiques dans les années 90, on étudie Lénine. On l'étudie. On fait des recherches sur celui qui, pour le meilleur ou pour le pire, peu importe le jugement, a été un acteur majeur du XXe siècle, celui qui a divisé irrémédiablement la gauche entre social-démocratie et partisans du communisme, et celui qui a inspiré bien des mouvements de lutte de libération nationale dans le monde avec des traces durables jusqu'à aujourd'hui. Du point de vue de l'approche, maintenant, ce livre n'est pas, à proprement parler, une biographie, et ce n'est pas une contribution directe à l'histoire de la Révolution russe. Ce qui m'intéresse, ce qui m'a intéressé, ce n'est pas de discriminer le vrai du faux, ainsi que le ferait un historien, mais comment Lénine pense, quelles sont ses chaînes de pensée, quels sont les processus de cognition dans leur relation avec les événements tourmentés de son temps, crise, guerre, révolution. Autrement dit, il s'est agi de mener une étude interne de la totalité des dits et écrits de Lénine, certes éclairée par la chronologie des faits, mais sans les réduire à une sorte de déterminisme historique ou sociologique, au sens où ces dits et ces écrits ne seraient en quelque sorte que le reflet rationalisé du contexte historique. Je voulais comprendre d'où venait le génie de Lénine, pour reprendre l'expression d'Hélène Carrère-Dancos. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Hélène Carrère-Dancos, une chercheuse aussi rétive à toute adoration de Lénine, qui parle de son génie. Donc je voulais comprendre... secrétaire perpétuel de l'Académie française, absolument, me permet. Qui, dans sa très belle biographie, insiste et qualifie ainsi Lénine. Je voulais comprendre d'où ça venait. Comment il a su être au plus près de son époque, avoir prise sur elle et la transformer. Donc il s'agissait pour moi à la fois de s'inscrire dans une logique, je dirais, diachronique, mais aussi de thématiser ce qui fait récurrence dans sa pensée, tout en mettant en lumière sa modulation et sa reconfiguration en fonction des événements. Pour le dire autrement, l'idée d'un léninisme comme corpus de pensée cohérent et définitif est quelque chose de faux. C'est une idée fausse, c'est une reconstruction a posteriori. Un épisode clé de sa vie est significatif de cette unité, insécable qu'il institue entre contingence historique et théorisation. En 1914, apprenant depuis Berne, en Suisse, le déclenchement de la guerre mondiale, le réflexe de Lénine fut d'aller à la bibliothèque municipale pour se plonger dans les livres de Hegel. En particulier la logique, ou la grande logique, d'où naîtra les fameux textes de Lénine sur cahier sur la dialectique de Hegel. On peut s'étonner tout de même que, sidéré par l'annonce de la catastrophe dont il pressent immédiatement les conséquences politiques et révolutionnaires immenses, le révolutionnaire alla trouver de l'aide en compagnie d'un philosophe du passé. Sans doute ressentait-il le besoin de trouver les outils conceptuels pour comprendre
l'irruption inédite et la dynamique d'une totalité faite de contradictions, la guerre mondiale, dont le modèle philosophique se trouve chez Hegel. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre les principes d'élaboration consécutive de sa très importante thèse socio-économique de 1916, qui s'appelle l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, et qui orienta bien des aspects de la politique soviétique ultérieure en dehors de cette dette envers Hegel. Pour le dire autrement, si les dits et les écrits de Lénine sont concrets et contingents, au point même que Lénine disait qu'il ne voyait pas pourquoi il faudrait les publier après sa mort, ils recèlent et sont déterminés quand même par un rapport, entre guillemets, à la grande théorie. À rebours donc du dogme figé d'un quelconque léninisme, j'essaie de montrer dans le livre que les conceptions de Lénine sont complexes et changeantes, et que son rapport au temps, plus précisément à la conjoncture politique, constitue le fil rouge, c'est le cas de le dire, l'os par lequel se constitue sa pensée par-delà ses évolutions. Sa capacité d'action est liée à cette intelligence stratégique, savoir à la fois s'ajuster en permanence aux aspérités d'une réalité historique, socio-historique toujours changeante, tout en maintenant vive l'exigence révolutionnaire. Lénine est ainsi le théoricien du moment opportun, ou kairos comme on dit. Ni opportunisme, ni volontarisme abstrait, Lénine cherche le bon moment pour agir, ce qui explique son efficacité révolutionnaire. Tel est, je pense, comme dirait Freud, le roc de structure de sa pensée. Lénine est un génie au sens de Carrère dans Cause, une fois encore pour le meilleur ou pour le pire, c'est pas mon problème, comme théoricien d'une pluritemporalité et plus exactement d'un temps kairotique, savoir agir en fonction du moment opportun. Et dans les dizaines de milliers de pages, au format et contenu variable que constituent ces fameux 47 tomes des œuvres complètes en français, on ne trouve pas élaboré une théorie du temps, mais précisément plusieurs temporalités, dépendantes de la conjoncture économique, sociale et politique qui définissent le temps léniniste pour agir. Telle est la thèse de la recherche, à la manière d'une quête d'outils de pensée au service d'une prise de distance stratégique, ainsi que je l'avais modestement initié à propos du temps présent dans mon précédent ouvrage « Capitalisme et colonisation mentale », publié au PUF, que je remercie évidemment les PUF, puisque j'ai malencontreusement oublié de remercier les PUF en introduction, et évidemment j'y tiens profondément. D'où l'organisation et le plan de l'ouvrage, structuré par ce que j'appelle les politiques du temps, c'est-à-dire l'effort qui, selon moi, est fait par Lénine pour discerner un type de dynamique temporelle au regard d'une conjoncture spécifique dont il saisit l'interdépendance dynamique entre facteurs constitutifs pour en circonscrire une sorte de séquence logique et cohérente. Le temps 1 est ce que j'appelle le temps concentré. Lénine regroupe ses forces, clarifie la doctrine, organise le parti d'avant-garde. Puis c'est l'insurrection révolutionnaire de 1905, un temps intense, comme je l'ai dit, qui l'oblige à avancer, c'est-à-dire à tester ses conceptions de l'avant-garde dans le feu de la réalité historique. Et cette première révolution en 1905 ouvre sur une période de crise et de convulsions révolutionnaires articulées avec la question nationale, qui culmine, bien entendu, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale et qui est un choc, il faut s'en rendre compte, qui est un choc inouï pour le mouvement socialiste européen avec la trahison de ses chefs qui votent massivement dans tous les pays d'Europe les crédits de guerre. La période oblige Lénine à revoir sa tactique, c'est-à-dire son rapport à la social-démocratie réformiste, en même temps qu'il théorise l'émergence du phénomène impérialiste et ce que cette nouvelle période implique en termes de tâches, de compromis avec les luttes de libération nationale et en même temps d'intransigeance nouvelle quant à la participation des socialistes au gouvernement bourgeois et ce qu'il appelle le jaurécisme vulgaire. Soit dit en passant, par contraste avec le Jaurès que Lénine admire tant, Jean Humain, spécialiste de Jaurès et de Jules Guesde, j'en parlerai plus tard, en sait quelque chose et je vous conseille ses livres. Les secousses de 1905 inscrivent la période dans une séquence révolutionnaire longue qui aboutit à la révolution de février 1917 et à la préparation d'octobre. Dans cette phase que j'appelle temps extensif, Lénine révise sa théorie de la lutte pour le stade bourgeois démocratique en Russie, ces fameuses thèses d'avril, afin d'envisager la possibilité de sa transcroissance en révolution socialiste.
dans un contexte de guerre mondiale qui révèle le développement inégal et combiné du capitalisme à l'échelle mondiale, et sa rupture au niveau du chaînon le plus faible, c'est-à-dire la Russie. Il s'agit de transformer la guerre impérialiste en crise révolutionnaire. L'opportunité historique est là, c'est le temps d'accélération qui s'ouvre. Il faut saisir l'opportunité maintenant que sont rassemblées les conditions matérielles, la doctrine et le parti. Il faut accélérer et prendre le pouvoir au risque de tout perdre. Et c'est frappant, enfin les textes de Serpillère sont frappants quant à la désignation d'une conjoncture unique où il faudrait se presser. Alors que Lénine, contrairement à une idée reçue, a toujours été à milieu d'un gauchisme intempérant et impatient. Désormais, juste avant octobre, il faut avancer vite et fort. Et il se trouve très isolé. Et là aussi, contrairement à une seconde idée fausse qui fantasme une sorte d'unité et de cohérence monolithique du parti bolchevique, Lénine est très isolé quant à cette stratégie décisive d'action, y compris au sein du parti bolchevique. Commence alors, après octobre et la victoire politique et militaire, une longue période de construction du socialisme avec un programme de transition marqué par deux problématiques qui obsèdent Lénine à la fin de sa vie. Premièrement, le risque de bureaucratisation du régime qui est nourri par l'isolement de la révolution, puisque comme vous le savez, l'Allemagne, enfin, la révolution allemande spartakiste est écrasée, noyée dans le sang par les sociodémocrates en Allemagne. Et l'arriération culturelle auquel il faut remédier par des actions efficaces d'éducation et de promotion dans le parti de dirigeants d'origine populaire dans l'appareil d'État. Et deuxième obsession, et cela est lié au premier problème, le retour du chauvinisme grand russe qui entrave l'union libre des républiques socialistes à l'intérieur de l'URSS. Et Lénine évoque spécifiquement le cas ukrainien. Chauvinisme qui met en danger au cœur de la patrie socialiste, comme on disait à l'époque, le principe internationaliste du droit des nations à disposer d'elles-mêmes. Pour terminer cette brève présentation, je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, j'aimerais montrer en quoi la pensée de Lénine n'est pas qu'une actualisation du marxisme de son temps. C'est une actualisation essentiellement de la réflexion sur la manière et les conditions pour mener victorieusement la révolution dans un pays majoritairement paysan. C'est là où j'ai parlé d'hégémonie du bloc d'alliance. C'est là où l'actualisation théorique de Lénine est importante. Mais au-delà de cette actualisation, sa pensée est plus largement une contribution au marxisme dans son corpus le plus essentiel. Je ne vais pas perdre de temps à justifier de la pertinence de la théorie marxiste à l'heure où dans le champ intellectuel on ne cesse de parler de sa défaite historique ou de l'ignorer. Je pense que la vérité passe par les faits, et quand les faits parlent d'eux-mêmes avec leur cohorte de renouveau de la conflictualité sociale, de crise économique systémique et mondiale, de retour de l'orage du militarisme et de l'impérialisme au cœur de l'Europe, je pense que se fera jour à nouveau progressivement la valeur et la validité empirique du marxisme sans besoin d'une quelconque défense philosophique. Certes, pour les intellectuels, soit dit en passant, assagis, qui se sont accommodés des théories plus douces sur nos climats historiques tempérés et qui sont en train de terminer, le retour du réel sera brutal et implacable. Mais c'est une autre discussion. Je veux dire ceci sur le plan théorique, et là je vais être un peu abstrait, ça va être un peu rude pendant quelques minutes, mais je vais essayer d'illustrer ensuite ce que je veux dire. Donc, désolé pour les gens qui ne sont pas férus de marxologie. Penser comme Lénine les dynamiques temporelles à l'intérieur de la structure sociale, ça je montre, c'est envisager la circulation de la contradiction principale et les transfigurations de la conflictualité de classe, ou pour le dire avec le vocabulaire de la psychanalyse, concevoir des déplacements et des condensations du conflit de classe. L'analyse par la temporalité n'est en effet pas sans conséquence sur la représentation que l'on peut avoir de la morphologie du monde social, car on peut dès lors comprendre pourquoi à certains moments, un fait politique totalement contingent peut déclencher une crise majeure, pareil pour une bavure policière ou un simple fait de presse anecdotique, ou une grève très localisée et qui va pourtant catalyser et entraîner derrière elle l'ensemble social. Lénine invite à analyser ces modalités de ce que j'appelle la palpitation du corps social, c'est-à-dire le fait que des temps pleins prennent corps à des endroits de l'espace social selon des densités variables et différentielles. C'est donc une critique interne qui est opérée au cœur même de la sociologie marxiste
et de sa fameuse dichotomie entre l'infrastructure et les superstructures idéologico-politiques et du caractère, je pense, stérile du questionnement sur le degré d'autonomie relative entre ces instances. Alors je m'explique. Si la classe sociale chez Lénine reste la base matérielle de la transformation historique, celle-ci peut être activée par un événement qui ne se trouve pas à proprement parler dans l'économie. Ce qui nécessite donc d'avoir une définition extensive de la lutte de classe. Et pour illustrer ce point, je vais rappeler la manière dont Lénine parle de l'erreur, selon lui, de Jules Guesde face à l'affaire Dreyfus en France. Là aussi, Jules Guesde, livre de Jean Dumas, Lucange. Donc, Jules Guesde est l'introducteur du marxisme en France. Donc, Jules Guesde, personnage important, envisage essentiellement l'affaire Dreyfus comme une affaire interne à la bourgeoisie, une sorte de problème de bourgeois au sein de l'appareil politico-militaire. Dans le point de vue guédiste, pourquoi un socialiste révolutionnaire devrait-il défendre un officier français accusé par antisémitisme? Oui, finalement. Pourquoi un révolutionnaire partisan de la destruction de l'État devrait-il prendre la défense d'un officier, c'est-à-dire d'un agent de l'appareil répressif d'État? Bonne question. Position logique. Lénine répond que Guesde ne comprend pas l'évidence, le fait que l'affaire Dreyfus catalyse toutes les contradictions essentielles de la France d'alors, mobilise les foules, la presse, chaque famille, et surtout pose la question de la nature de l'appareil d'État, du mensonge de l'institution militaire, et donc il faut s'y engager à fond pour ouvrir le front contre la droite conservatrice et marquer une brèche déstructurante dans la société bourgeoise, même si le fait en question, l'affaire Dreyfus, ne se pose pas par l'économie, les rapports de production, le mode de production, mais par l'une de ces médiations. Le critère du marxisme, peut-on dire, à partir de Lénine, n'est donc pas celui de la détermination économique, même en dernière instance, mais celui d'une totalité en mouvement. Et je pense, et je terminerai là-dessus, que cette appréhension fine, labile du monde social offre une manœuvrabilité et du potentiel d'agilité hors du corset trop étroit de l'ouvriérisme qui traverse encore bien des courants qui se réclament du marxisme. C'est ce que Lénine appelle, et je le paraphrase, penser la révolution comme une géométrie. Penser la révolution comme une géométrie, c'est-à-dire à l'intérieur d'une géographie du social, avec des paysages aux crêtes changeantes, plutôt que comme une arithmétique aux critères stables, où il suffirait d'additionner les révoltes et les mécontentements. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la phase de questions. Est-ce que toi, Jean-Dumas, tu as des questions? Oui, moi j'en ai, mais le principe c'est qu'on va déjà donner la parole à ceux qui... Donnons la parole alors. Spontanément. Ouais. Est-ce qu'on a des... On en a déjà résolu un certain nombre en discutant entre nous, mais bon, on va continuer. Allez, Ouais, monsieur. Oui, je vous remercie de me donner la parole. Je me permets de me présenter parce que j'ai l'habitude de fréquenter le séminaire Marx et j'ai fait une réputation un peu sulfureuse dans ce séminaire. Donc, je m'appelle Gilles Benaïch et je suis professeur de philosophie de l'éducation nationale à la retraite. Je suis très heureux d'être ce soir ici, puisque parler de Lénine aujourd'hui, c'est suffisamment rare que ça mérite d'être salué et d'être présent et de pouvoir en parler. Mais cette qualité et cet éloge initial, une fois fait, je suis extrêmement surpris par les silences, parce que vous êtes canaliste, n'est-ce pas, les manques, les trous, les oublis de cette présentation de Lénine, tout comme d'ailleurs quand vous avez présenté Madame au début, en vous étonnant de la situation de la gauche par rapport à Lénine, etc. Je suis désolé, mais il y a un certain nombre de choses concrètes, des faits, des évidences qu'il faut quand même rappeler quand on parle de Lénine. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, si j'ai bien compris. La gauche révolutionnaire aussi
à renier Lénine depuis au moins, allez, je vais dater quoi, quand Georges Marchais a dit nous abandonnons le concept de dictature du prolétariat. Ça veut dire dans les années 70 déjà, première chose. Donc, pourquoi vous vous étonnez de la faiblesse et de l'impuissance de forces politiques qui, si elles s'appuyaient sur leurs théoriciens historiques, auraient peut-être produit des choses différentes de ce qu'elles ont produit, et vous n'en parlez pas. Ça me trouble. Je trouve ça bizarre, n'est-ce pas? Comment dire, le journal qui est publié à Saint-Denis et qui s'appelle L'Humanité, et qui autrefois avait comme sous-titre Organe central du Parti communiste français, aujourd'hui, il nous apprend de façon absolument extraordinaire qu'il a été fondé par Jaurès, comme si on ne savait pas. Journal fondé par Jaurès. Ils sont devenus des Jaurésiens. Donc pourquoi vous vous étonnez du fait qu'ils ne parviennent pas, à des analyses léninistes, ils ne le sont plus. Et je dirais même, je ne sais même pas s'ils sont encore, enfin je suis certain même, ils ne sont même pas marxistes, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas les taxer de révisionnistes. Ils sont jaurésiens, ils sont réformistes. C'est quand même assez faramineux. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose que je voudrais dire, je vais être rapide si possible, c'est il y a un gros oubli dans votre exposé, c'est que vous rapportez Lénine à la Russie soviétique, à l'histoire de l'Union soviétique. Ça, c'est très bien sur l'opportunité, le sens de la réalité de Lénine, je trouve ça formidable. Mais de même que Marx et Engels prenaient contact avec les Russes à la fin de leur vie en disant « ça va péter à Moscou », à la fin de sa vie, avant de mourir, Lénine disait la bureaucratie va remporter les choses en Union soviétique, en Russie soviétique, et il faut aller voir du côté de la Chine, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. C'est-à-dire qu'il était tiers-mondiste avant l'heure. Son grand mérite, c'est les thèses d'Avril et la NEP, par exemple. Et je dirais que, il a dansé un jour après que la révolution bolchevique a duré un jour de plus que la commune, parce qu'il a dit on a gagné puisqu'on a montré au monde que les ouvriers et les paysans peuvent être au pouvoir, ainsi que les intellectuels révolutionnaires, plus longtemps que la durée de la commune. Et je finis ici en disant deux choses. Je viens de relire une lutte de classe en France de Marx. À la fin, il dit, étant donné le caractère révolutionnaire du prolétariat français, si la révolution socialiste éclate en France, elle sera européenne et mondiale. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de révolution nationale en France, d'après Marx, dans les luttes de classe en France, du point de vue socialiste. Et je conclus cette intervention en disant que dans une lettre de 1857 de Marx à Engels, Marx écrit à Engels « Tant que la bourgeoisie n'aura pas réalisé le marché mondial, il ne se passera rien de sérieux en matière de révolution socialiste. » Tant que la bourgeoisie n'aura pas réalisé le marché mondial, il écrit ça en 1857, Marx, dans une lettre qu'il écrit de Londres à Engels, qui est à Manchester. Tant que la bourgeoisie n'aura pas réalisé le marché mondial, il ne se passera rien de sérieux en matière de révolution socialiste. Donc j'attendais d'un lecteur de Lénine et d'un léniniste qui nous disent, par exemple, que nous sommes en 14, comme si on était en 14, il n'y a que des pays capitalistes impérialistes, dont deux ont restauré le capitalisme après avoir connu une expérience socialiste, et je n'ai pas eu le plaisir d'entendre ces propos, ce que je regrette beaucoup. Merci bien. Bon, on va prendre peut-être d'autres questions. D'autres questions, ouais. Et puis on fera une réponse un peu plus groupée. Bon, déjà, moi, je serais moins critique par rapport au livre, parce que tout simplement, je l'ai adoré. Je trouvais que c'était une introduction qui était quand même Plus fort, très... je pense pas que Ouais. la sonorité. On n'entend rien. La sonorité. Je disais, je serais moins critique que monsieur, parce que le bouquin mérite largement d'être lu. Et en fait, dans votre épilogue, vous revenez sur quelque chose qui m'a semblé assez essentiel, c'est l'écueil stratégique actuellement à gauche, et pourquoi justement vous considérez qu'il est important de lire Lénine actuellement. Et notamment, l'un des écueils que vous mentionnez, c'est ceux
d'auteurs comme Holloway, ceux qui ont écrit Multitude et Empire, etc. Et qui considèrent que maintenant, si une révolution doit être menée, c'est sans prise de pouvoir. Et donc, il y a cet écueil stratégique de considérer que chaque action politique doit être menée au niveau local, et on doit abandonner et l'organisation politique type parti politique, et l'idée qu'on a quelque chose à construire à partir justement d'une réflexion sur la temporalité, etc. Et j'aurais bien aimé que vous développiez un peu plus ce point-là maintenant, en fait, par rapport à... Donc une troisième? Ouais. Allez, soyons. Une dernière question. Ah, vous voulez vraiment les réponses maintenant? Bon, bah très bien. Ok, alors je vais commencer là, je vais faire l'intervention. Alors, une fois de plus, il ne s'agit pas pour moi de donner des leçons aux différents partis. J'ai du respect pour les gens qui militent dans les différentes organisations de gauche, et donc effectivement, c'est pas à moi de dire voilà ce qui manque, voilà ce qu'ils auraient dû faire. Cela étant, ce qui me frappe, donc là on est un peu en annexe du livre, hein, parce qu'on est plus en ligne, on est sur l'introduction et la conclusion, on est sur une discussion politique plus générale et pas sur le travail scientifique. Et bon, répondons. Ce qui me frappe à gauche, c'est l'absence effectivement de réflexion stratégique sur le présent. Alors, on parlait tout à l'heure des luttes de classe en France, c'est-à-dire que on attend d'une organisation de gauche, de dirigeants, d'intellectuels de gauche, d'avoir une vision stratégique. Et une vision stratégique, c'est être capable de circonscrire la réalité, de définir quelles sont ses caractéristiques pour trouver, un peu comme une pelote, pour trouver le fil à tirer. Si on regarde la situation, je dirais, à plat de la France, il y a des grèves ouvrières, il y a des luttes de classe traditionnelles, il y a des questions sur les retraites, il y a des phénomènes nouveaux, les ZAD, Nuit debout, il y a la question des jeunes, il y a énormément de choses. Moi, je pose simplement la question, quel est le livre aujourd'hui qui remet au bout du jour les luttes de classe en France de Marx des années 1850? Quel est l'intellectuel ou l'organisation qui refait l'analyse stratégique de la totalité française pour en tirer des conséquences politiques et théoriques? Je pense qu'il y a un manque là-dessus, et les différentes organisations de gauche, effectivement, non seulement n'ont pas cette vision stratégique, et du coup, il y a une certaine faiblesse dans ce que l'on veut. Moi, j'aimerais savoir, parce qu'on parlait du Parti communiste, quel est le rapport aujourd'hui du Parti communiste au capitalisme. Est-ce qu'il s'agit de le transformer? Est-ce qu'il s'agit de l'amender? En tant que citoyen, on le sait difficilement. Si on prend la France insoumise, quel est le rapport à l'État? Est-ce qu'il s'agit de nationaliser? Est-ce qu'il s'agit de restructurer l'État? Quelle est la vision actuelle de la social-démocratie française? Quel est, dans le Parti socialiste, quel est leur objectif en tant que social-démocrate? C'est quoi la social-démocratie française? Je trouve qu'on a du mal à répondre à ces questions-là, et je pense qu'elles sont articulées pour deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas cette réflexion stratégique sur quelle est la totalité sociale, et deuxièmement, je pense qu'il n'y a pas effectivement de prise de distance qui permettrait d'émettre des propositions concrètes. Donc il y a, je pense, un déficit. Il y a ce qu'on appelle dans les milieux de gauche un certain bougisme, etc. Tous ceux qui sont anti sont avec nous. Si on est anticapitaliste, ça suffit, mais en fait, il n'y a pas de portée stratégique. Moi, je ne comprends pas, si vous voulez, les rapports des différentes organisations de gauche, par exemple, à l'État et au capitalisme. C'est relativement inaudible. Est-ce que je réponds un peu à monsieur? Bon, déjà, il y a des choses... J'aimerais rappeler quand même que l'objet de mon livre, j'ai pourtant été clair là-dessus, c'est pas faire l'histoire de l'URSS, ni épiloguer sur quelles sont les conditions pour lesquelles Lénine n'est pas allé en France. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de comprendre comment Lénine pense, c'est-à-dire à travers une annexe interne des textes, de comprendre d'où vient sa stratégie politique. Donc après, on peut parler de plein de choses. On peut parler de l'URSS, de son rapport à l'Orient, du pourquoi le Parti communiste a abandonné le principe de la dictature du prolétariat en 1974, mais une fois de plus, ce n'est pas mon objet. Voilà. Alors, oui, il y a madame qui a une question. Alors moi, je n'ai pas fini mon livre, mais j'ai commencé, j'ai beaucoup aimé le début. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vision, enfin, en tout cas, je ne vois pas la vision globale de la gauche. Et je voudrais mettre en lien le fait que Lénine a passé 20 ans en fait, à aller structurer sa pensée, à approfondir, à lire, alors qu'aujourd'hui,
culture de l'instant, qu'on est sur de la réaction qui est toujours immédiate et qui est parfois disproportionnée parce qu'on a vu des prises de public qui étaient parfois déraisonnables par rapport à des faits divers. Donc, dans quelle mesure est-ce que toute cette culture de l'immédiateté actuelle n'empêche pas en fait cette réflexion? Une autre question. Ah oui, allez-y. Oui, bonsoir. Moi, je souhaiterais que vous développiez, si c'est possible, la question de l'avant-garde dans la pensée de Lénine. Parce que moi qui suis militante depuis très longtemps déjà, militante politique, refaire mon parcours, peu importe, à gauche, hein, on va sur tout de suite, j'ai souvent eu quand même en tête que il fallait avoir peut-être un pas d'avance ou 2 pas d'avance sur les masses, comme on dit, mais pas plus. Et je crois que c'est aussi la question centrale stratégique qui se pose aujourd'hui et qui sans doute d'ailleurs se posait à Lénine juste avant 17, c'est pourquoi il était très pressé de déclencher la révolution. Voilà. Donc je voudrais peut-être que vous puissiez développer là-dessus. Merci. Jean-Dumas, t'hésites pas aussi. Non, mais je réserve un peu parce que c'est les gens. Alors, pour répondre à la première question, oui, tu as raison, il y a effectivement une culture de l'instant et peut-être qu'effectivement on est dans des transformations sociales, sociétales qui empêchent une certaine prise de décision stratégique. Mais c'est quand même aux organisations politiques d'être capables de faire ce travail-là. Si je voulais être un peu polémique, je le suis volontairement, si vous voulez, je prenais Olivier Faure a eu 5 ans pour faire une page à 4 pour savoir quelle était la social-démocratie française souhaitée du XXIe siècle. En 5 ans, on est quand même capable de formuler une proposition sur la nature de la social-démocratie française. Cette page à 4 n'existe pas. Il n'y a pas un tract, il n'y a pas une revue, il n'y a pas une brochure, il n'y a pas une livre. Pourtant, il y a des sujets. Il suffirait de prendre les cas des pays nordiques. On aurait pu faire des démonstrations sur le revenu universel, sur le rapport au service public. Mais si vous voulez, il y a quand même une faiblesse, si vous voulez, intellectuelle et stratégique qui me semble béante. Or, c'est aux leaders politiques de mener cette bataille des idées, me semble-t-il. Sur la question très importante du parti, en fait, on a caricaturé trop longtemps, pour des raisons qu'il faudrait développer, la position de Lénine sur le parti ou sur l'avant-garde. C'est-à-dire qu'on en a fait ce qu'on appelait dans le champ du marxisme une vision substitutiste. C'est-à-dire que l'idée, ce serait qu'on aurait une sorte de parti d'avant-garde, de professionnels, qui finalement préparerait l'ensemble du plan de la révolution et guiderait les masses vers un avenir radieux. Ça, c'est une sorte de déformation stalinienne de Lénine, en fait. Et on a opposé aussi, je reviens sur Rosa Luxembourg, la vision de Lénine, qui serait donc une vision d'avant-garde, à la vision de Rosa Luxembourg, donc la grande théoricienne marxiste polonaise, judéo-polonaise, allemande, je ne sais comment la qualifier, qu'on a qualifié de spontanéiste, c'est-à-dire Rosa Luxembourg aurait eu contre Lénine, parce qu'il y a eu des polémiques entre eux, une vision comme quoi, de manière organique, naturelle, les masses sécréteraient leur propre direction et donc leur propre avant-garde. Donc on a dit, il y a d'un côté les léninistes et de l'autre côté les luxembourgistes ou les spontanéistes. En fait, c'est absolument faux, c'est-à-dire qu'effectivement, chez Lénine, il y a toute une réflexion sur le travail préparatoire, le travail clandestin, la professionnalisation du travail révolutionnaire, mais qui est aussi très lié à la situation russe. Comment vous vouliez militer, si vous voulez, sous le régime des tsars? Enfin, on n'était pas en France sous Macron, si vous voulez, hein, on était sous le règne encore, et on était sous le régime des tsars, donc avec une police politique extrêmement puissante. Je rappelle quand même que le frère de Lénine, le grand frère, a été pendu haut et court par le tsar. Enfin, c'était ça quand même l'époque tsariste. Donc, il disait, pour réussir la révolution, il faut constituer une avant-garde avec une certaine dimension de clandestinité et de préparation. Mais pour lui, c'était un outil au service de la mobilisation populaire. C'était un outil qui servait à éduquer, à faire de la propagande, effectivement à prendre le pouvoir au moment où il y avait des soulèvements armés. Mais il n'y a en aucun cas chez Lénine une opposition entre les chefs et les masses. Les chefs sont au service des masses. Certes, il dit que les masses seules, sans théorie, sans avant-garde, ne peuvent pas aboutir à un processus révolutionnaire, mais il ne dit absolument pas que les chefs et l'avant-garde puissent faire la révolution de manière dirigiste à la place des masses. Ça, c'est une vision qu'on a de Lénine qui relève d'une déformation stalinienne sur laquelle on peut faire l'histoire.
Excusez-moi, mais vous estimez que vous m'avez répondu? Oui, j'estime que, peut-être que je ne peux pas gérer non plus votre frustration, mais oui, j'estime que mon sujet, c'est la question des modes de pensée de Lénine et pas la question de l'abandon, j'ai envie de dire, de la dictature du prolétariat par le Parti communiste ou de la préoccupation de Lénine sur la question de l'Orient. Moi, je travaille uniquement sur ces modes de pensée et pas sur d'autres choses. Mais pourquoi vous regrettez que Olivier Faure n'ait pas écrit une page pour s'expliquer? Parce qu'on est sur une autre discussion, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a le cœur du propos, et puis ensuite le point que M. Sauquet m'a interrogé, qui est sur la partie de l'introduction et de la conclusion. C'est pour ça que j'ai explicitement précisé qu'on était sur un point périphérique par rapport au contenu du livre. Autre question. Oui, je veux bien dire un mot par rapport à ce qu'a exposé David. Bon, d'abord, je vous invite à lire son livre parce qu'il y a toute une série de débats plus précis qui sont évoqués et qu'il n'a sciemment pas évoqués ici pour les besoins d'exposer. Mais sur la dimension stratégique et par rapport aux questions qui ont été posées. Bon, j'ai passé un certain nombre d'années de ma vie à essayer de comprendre ce qui s'était passé entre 1880 et 1914 dans les pays d'Europe centrale et entre guillemets orientale. Et effectivement, ce qui me marque en te lisant et en faisant d'autres choses parallèlement, évidemment, si vous regardez les débats de l'époque, vous allez trouver ça merveilleux, grand débat stratégique, sur tous les aspects. En plus, ils sont dans une optique très 19e siècle, on peut encore penser la totalité. Des théoriciens sont capables de parler de physique, chimie, de mathématiques, de politique immédiate. Tout ça nous paraît de prime abord absolument extraordinaire. Et on se dit que Lénine n'est finalement qu'une composante dans des circonstances particulières. C'est en partie vrai et ça donne cette impression-là. Mais quand vous prenez un petit peu de hauteur, vous vous rendez compte de quoi? Malgré tout, la perspective était claire et dessinée pour quasiment tous les socialistes européens par-delà leur sensibilité. Ils pensaient être assez puissants pour éviter la guerre, à nouveau, donc éviter 14, et ils étaient sûrs que la révolution aurait lieu en Europe de l'Ouest. L'écrasante majorité des gens penchaient cela, ces deux choses-là. Donc, il ne vous aura pas échappé que la guerre s'est déclenchée, que la révolution s'est déclenchée à l'Est. Je schématise un peu, sauf que finalement, c'est ça. Et Lénine surplombe tout ça très habilement. D'où son côté qui n'hésite pas à aller regarder Hegel au moments les plus tragiques de l'histoire. Parce que, au-delà des textes, même de ce qu'il dit, il y a une intuition, pas que chez lui, mais particulièrement chez lui, qu'un certain nombre de choses vont se passer et que les dirigeants politiques de l'époque sont, pour le coup, dans un progressisme, un étapisme un peu schématique. Et ce qui est intéressant, alors c'est difficile à dire, vu l'action politique de Lénine, un certain nombre de choses, mais le schématisme qu'on va dénoncer chez Lénine, un certain nombre de choses, finalement, pourrait très bien s'appliquer à d'autres qui sont effectivement persuadés que le sens de l'histoire va dans telle ou telle chose. Et ce qui est particulièrement intéressant par rapport à nous, c'est qu'effectivement, la pensée de Lénine est une pensée qui s'autonomise à un moment donné et qui comprend qu'un certain nombre de grands événements, ça ne va pas se passer là où on le pensait, au moment où on le pensait. Et ça me paraît être à la fois une leçon du livre et de la période. Alors sur la façon dont les choses se passent dans les partis politiques, alors, ce qui est sûr, bon, on va pas accabler ce pauvre Olivier Faure, on pourra en accabler d'autant plus, mais par rapport à ton interrogation sur la social-démocratie, moi, quand tu me parles de ça, ça me rappelle quelque chose de ma jeunesse qui n'est quand même pas si éloigné que ça. Ça me rappelle la gauche plurielle. Je me rappelle très bien qu'au moment de la gauche plurielle, donc 97-2002, il y avait eu des théorisations en amont de la gauche plurielle, malgré tout. Je me rappelle très bien d'une brochure, je sais que tout le monde ne va pas aller dans la salle, mais c'est pas le problème, Jean-Christophe Cambadélis, qui faisait une brochure assez longue, non mais je vous assure, par rapport à ce que vous sortirez aujourd'hui d'une centaine de pages, vous expliquant la gauche plurielle, il y a des fractions de classe, il y a des fractions politiques, là. Bon, c'est ce que vous voulez, c'est pas, je dis ça à moitié en rigolant, mais pas que. Mais il y avait encore, si vous voulez, une temporalité, pour le coup, pour reprendre les mots de la soirée, disant, voilà, le salariat, c'est ça, etc. On pouvait critiquer de A à Z sa démarche, on peut critiquer tout ce qui fait la gauche plurielle, c'est un autre problème. Mais il y avait une volonté en amont de préparer un certain nombre de choses de ce type-là. Moi, ce qui me marque par rapport à la dernière séquence, et sans polémiquer, un certain nombre de choses, parce que plus c'était la grande mode au mois de juin, et c'est le nouveau Front Populaire, vous êtes historien de ça, on vous demande 15 fois, alors est-ce que c'est le nouveau Front Populaire? Moi, voilà, j'ai répondu, c'est passionnant, bref. Mais plus sérieusement, ce qui me marquait, encore une fois par rapport à... Parce que tu as posé la question de l'État. Je trouve toujours absolument incroyable de croire que dans un des plus puissants pays capitalistes du monde, la France, où les classes dirigeantes, a priori, si on va un peu se confronter à eux, ne se laisseront pas totalement faire. Enfin, en tout cas, on peut penser qu'ils vont réagir s'il se passe 2-3 choses dans la répartition des richesses. De penser que les seules alliances politiques et de gagner les élections, en plus dans des institutions complètement cadenassées,
que tout ça, ça se suffit à lui-même, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, sans avoir de réflexion par ailleurs sur ce qu'il faudrait faire en cas de rupture véritable, là effectivement il y a un véritable problème. Et là effectivement on peut se dire, oui il y a les téléphones portables et les réseaux sociaux, on n'a plus le temps de réfléchir, etc. Bon, toute chose, mais c'est un faux débat, c'est parce que vous pouvez prendre le temps de réfléchir à la critique des institutions. Je disais en aparté tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, bon, après il y avait longtemps, il y avait des débats sur le Sénat, je ne vais pas accabler le Sénat, mais qu'est-ce qu'on fait d'une assemblée élitiste, non élue au suffrage universel, etc., etc. Parce que si vous êtes majoritaire et que vous avez X, Y, Z, Premier ministre le plus à gauche possible, et que vous avez simplement une majorité parlementaire dans les cadres des institutions actuelles, si vous voulez véritablement vous en prendre à la répartition des richesses, entre guillemets, pouvoir de la bourgeoisie, qui peut croire 2 minutes, si on est un tension un peu marxiste, que ça va suffire? C'est absolument impossible. Et de ce point de vue-là, remettre dans la discussion des questions stratégiques à partir de figures comme Lénine, ça me paraît effectivement intéressant parce qu'il est tout à fait obsédé, Lénine, si vous lisez de près. Je n'ai pas absolument lu les 40 tomes, enfin j'en ai lu pas mal à d'autres époques, et je les reprends pour d'autres, même pour des choses, pour le coup, directement historiques. C'est la question de la nature de l'État et qu'est-ce qui s'exprime dans l'État. Parce que, alors, on peut me dire qu'on va apprendre la révolution, on va faire la. Comment dirais-je, non, on va apprendre, c'est quoi, c'est le Holloway, c'est faire la révolution sans prendre de pouvoir, c'est ça, voilà. On peut avoir tous ces débats-là, mais le problème c'est que l'État subsiste, l'État est encore là, les classes sociales sont encore là, même si on peut faire des sous-classes sociales. Et voilà, et ça, la question est reprise par Lénine. Et c'est ça qui me paraît peut-être le plus actuel de ce point de vue-là. Je me permets de rebondir. Oui, je me doutais, monsieur, vous me regardiez depuis tout à l'heure. Comme on a une file d'attente pour les questions. Il y a d'autres questions. Priorité, vous voyez remarqué, j'ai moi-même attendu. Je note sur la liste. Voilà. Merci. Mais c'est ça, voilà, qui me paraît un peu. Effectivement. C'est pas évident de vous plonger dans les œuvres de Lénine, parce qu'il l'a fait pour vous, David, et vous l'avez résumé en 150 pages. Alors, Henri, je t'en prie. Mais c'est juste pour rebondir sur ce que tu dis, Jean-Dumas. Et je fais un petit pas à côté par rapport au sujet du livre, plutôt sur la place stratégique dans laquelle se trouve la gauche aujourd'hui. Une des questions qui est posée en creux, c'est celle de la violence. Finalement, celle de la violence dans le militantisme et la possibilité même d'une révolution. C'est un thème qui est beaucoup revenu au moment du. On va dire, le populisme de gauche a eu un peu le vent en poupe, c'est passé sur la décennie 2010, quoi, finalement, on utilisait des termes comme radicaliser la démocratie, la révolution citoyenne, mais il y avait en creux quelque chose qui n'était pas posé, mais qui affleurait, qui était en fait la possibilité, la confrontation réelle dans des sociétés qui sont aujourd'hui pacifiées. Une des raisons pour lesquelles on peut penser que la social-démocratie, en tout cas les représentants de la social-démocratie en France, que sont typiquement le Parti socialiste, et certaines fractions, je ne vais pas m'amuser à nommer parce qu'il pourrait y avoir un grand débat là-dessus, en fait, elles savent que la voie de la réforme est la seule voie qu'elles peuvent proposer, finalement, dans un débat public relativement policé. Et donc, en creux, la question de la rupture franche, radicale, qui ne se ferait pas que par les urnes, n'est pas posée. Je ne vais pas du tout entendre dire qu'elle est souhaitable. Non, mais c'est un autre problème. C'est un des sujets dans le débat stratégique par rapport à une société fin 19e siècle, début 20e siècle, je ne suis pas du tout un spécialiste de cette société-là, mais où il y a une violence sociale qui s'exprime, on va dire, au bout du fusil finalement, pour réprimer des manifestations. Je veux dire, c'est des manifestations qui ont systématiquement, dans lesquelles on compte des morts, hein, concrètement. Militer n'a pas le même sens, c'est ce que vous rappeliez sous Lénine en parlant de son frère de la clandestinité, ça n'a pas le même sens qu'aujourd'hui aller en manifestation, même si on a connu, dans les urgences, une certaine forme de violence policière, de masse cette fois-ci, sur la répression de certaines manifestations ces dernières années. Et donc c'est un sujet, je trouve, qui n'est pas... Je vais juste répondre parce que du coup, effectivement, je vais rebondir effectivement sur le point important de Jean-Dumas, qui est la question du rapport à l'État et le fait que finalement, on ne peut pas à la fois, comment dire, être partisan de la transformation du monde social, des mouvements de masse, sans poser stratégiquement la question du rapport à l'État, ce qui est très peu fait. Si on raisonne en termes léninistes, c'est-à-dire si on raisonne sur les temporalités, prenons la période, disons 1975-1985. Prenons cette temporalité. Il y a 3 grands foyers. Il y a la question chilienne, il y a la question de la dictature des colonels en Grèce et il y a la question portugaise. Bon, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'au Chili, comme en Grèce, plus au Chili, que si vous avez un mouvement de transformation sociale, un mouvement réformateur lourd, mais que vous n'attaquez pas, si vous voulez, le bloc militaro-policier des anciennes classes dominantes, eh bien, vous avez une répression féroce. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser la question, si vous voulez, de la transformation révolutionnaire du monde social sans poser la question de la transformation et du fait, comme disait Marx, de devoir briser l'ancien appareil d'État. Donc c'est le cas, évidemment, d'une certaine naïveté social-démocrate d'Allende
dans les années 70 par rapport à cette idée qu'on va pouvoir transformer par les institutions légales les régimes de propriété. On a vu combien c'était faux et combien il porte d'ailleurs une certaine responsabilité dans l'émergence de la dictature. Pareil en Grèce et sur le plan portugais, même époque, hein, c'est 74, 77 le Chili et début des années 80 en Grèce. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'il y a un mouvement social anti-salazariste au Portugal. Et qu'est-ce qui le fait aboutir? Eh bien, c'est la sécession d'une partie du bloc militaire au pouvoir, en particulier les jeunes capitaines, donc les officiers subalternes. Et ce qu'on voit là, c'est qu'un mouvement social aboutit lorsqu'il y a une partie de l'appareil répressif d'État, en l'occurrence les militaires du rang et les officiers subalternes, qui portent un mouvement social. Donc tout ça pour dire que dans les victoires comme dans les défaites, on voit bien que la question stratégique de l'appareil d'État est décisive. Deuxième chose, et après je m'arrête parce que je n'ai pas non plus trop parlé, qu'est-ce que j'appelle pensée stratégique, puisqu'on parlait de la social-démocratie. Prenons un cas, moi j'appelle pensée stratégique, même si je ne la partage pas, le travail qu'a fait par exemple Terra Nova il y a quelques années, où ils ont sorti un petit livret avant l'élection de Macron, où grosso modo ils disaient notre analyse de la France, c'est qu'il faut abandonner les classes populaires parce qu'elles sont soit de droite, soit elles ne l'être pas. Et il va falloir s'appuyer sur les classes moyennes et sur les enjeux sociétaux liés largement aux minorités. Eh bien, Macron, c'est une analyse de classe. Mais c'est une vraie analyse, si vous voulez, c'est une vraie vision stratégique. On la partage ou on ne la partage pas. Et une des raisons, pas la raison principale mais essentielle, de la victoire de Macron, c'est d'avoir opérationnalisé cette stratégie. Donc on voit bien là qu'il y a un lien direct entre la capacité à faire une analyse de la société qu'on partage ou qu'on ne partage pas, avec la question de la conquête du pouvoir. Mais c'est une vraie vision stratégique, et il n'y en a pas, si vous voulez, dans la gauche plus radicale, à mon sens. Alors, monsieur... Je suis très content de l'intervention de camarade Numa Ducange, puisque monsieur m'a appelé monsieur, donc déjà. Et je dirais que je mettrai les pieds dans le plat, parce que Lénine se caractérise, à mon avis, par le fait qu'il a prôné, dans toutes les situations, l'analyse concrète d'une situation concrète. Ça voudrait dire quoi, l'analyse concrète d'une situation concrète? Pour rebondir sur ce que vous avez dit, camarade Numa Ducange, je dirais que quand on compare les chefs, aujourd'hui, les théoriciens, entre guillemets, du mouvement ouvrier, avec même Staline, Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Lénine, toutes les bolcheviks historiques, n'est-ce pas? Ensuite, avant, même Louis Blanc, Le Drurelin ou Blanqui, mais je veux dire, la fraction française du capital mondial qui gère le rapport capital-travail en France, elle peut dormir sur ses deux oreilles à l'heure actuelle, quand elle a des comiques comme Mélenchon en face d'elle, Roussel, Martinez, et je ne dirais pas, pour aggraver la chose, des bergers, des forts et autre chose. D'accord. Voilà. Donc moi, après Lénine, l'homme qui a cité ce je mets les pieds dans le plat. Je ne me contente pas de suggérer simplement, je mets les pieds dans le plat et je dis les choses comme elles sont. Merci bien. Alors, monsieur avec la chemise grise... c'est moi? Oui, c'est vous. Oui. Allez-y, c'est votre moment. Bon, ça tombe bien. Non, parce que déjà, j'ai pas encore lu votre livre, mais je retrouve bien dans ce que vous avez développé mon Lénine, je dirais. Mon Lénine, c'est-à-dire qui se caractérise d'abord par l'absence et la rupture avec le dogmatisme, je dirais. C'est quelque chose... sur deux questions. Alors, un, sur la question de l'État, puisque je suis syndicaliste fonctionnaire, donc je dirais que c'est une question quand même à laquelle je suis confronté tous les jours. Je partage complètement l'idée, et ce qu'a dit aussi Jean Humain, c'est cette idée que le fait de chercher à contourner la question de la conquête de l'appareil d'État me paraît complètement spécieux. Il y a quelqu'un pour qui j'ai la plus grande estime par ailleurs, Bernard Friot, qui passe son temps à développer cette idée avec la théorie des communs, tout, etc. Ce qui me paraît très contestable. Alors, j'ajouterais peut-être une petite nuance pour ce qui concerne la situation de la France d'aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas non plus réfléchir à la question de l'appareil d'État comme si l'appareil d'État était le même que dans les années 50. En particulier, bon, il se trouve, je suis cadre dans les collectivités locales, donc c'est une question aussi qui me préoccupe, mais aujourd'hui, l'État en France, c'est pas seulement l'État central, c'est aussi l'ensemble des collectivités locales avec les rapports complexes entre les différents niveaux institutionnels.
Donc voilà, et là où sûrement, et là je partage par contre l'idée, qu'à gauche, et chez tout le monde, parce que j'ai lu un peu les différents programmes là, pour la présidentielle, il y a un déficit en effet de réflexion sur la question de l'État, etc. Ça c'est la première chose. La deuxième chose sur la question du mouvement social, et comment la réflexion sur Lénine percute un petit peu la situation actuelle. Il se trouve qu'en plus, bon, moi je sors du siège de la CGT où j'étais aujourd'hui, donc je suis complètement dans l'actualité sociale. D'ailleurs, je peux vous dire que les prochaines journées d'action, c'est 27 octobre et 10 novembre. Ça vient de tomber tout à l'heure, voilà. Donc ça, si vous n'avez pas encore l'information. Bonne nouvelle. Voilà. Et par rapport à cette question, parce que vous parliez tout à l'heure des grèves ouvrières. Alors, je reprends justement le truc, parce que il y a, alors en plus il y a les raffineries en ce moment. Donc je dirais le problème des raffineries, c'est qu'à la fois, j'ai le sentiment que c'est exemplaire, mais en même temps le gros danger qu'il y aurait, c'est qu'en considérant les raffineries et quelque part en mythifiant les choses, justement de manière dogmatique, ça donne une vision complètement déformée de ce qu'est le salariat aujourd'hui. Parce que le problème, les deux premières fédérations de la CGT en nombre aujourd'hui, c'est pas la chimie, c'est pas les métaux, c'est la santé, les hôpitaux et les collectivités locales. C'est très large, et ça fait, les deux font 170 000 adhérents sur 600 000. La réalité aujourd'hui de la CGT qui reflète, un peu grossie, mais qui reflète quand même la réalité du salariat, c'est celle-là. Et aujourd'hui, les grèves, enfin comme moi en tant que syndicaliste je gère, c'est les grèves entre des livreurs à vélo qui ne sont pas forcément salariés, mais qui ont des... Voilà, etc. Donc avec des catégories nouvelles qui à aucun moment n'obèrent une analyse marxiste du capitalisme. Simplement, à un moment, voilà, il faut éviter d'avoir une vision dogmatique, et je pense que de ce point de vue-là, on s'y retrouve. Avec, en même temps, on parlait tout à l'heure de... Oui, monsieur parlait de radicalité. Il parlait de radicalité. Et il me semble aussi qu'il y a une réflexion par rapport à ça qui rattache l'analyse qu'a Lénine du gauchisme. C'est-à-dire, en gros, le fait de considérer que le discours prime sur le réel et qu'il suffit en gros de dire qu'on est révolutionnaire pour l'être. Je vais vite, mais c'est un petit peu ça. C'est un danger réel aujourd'hui. Et on le voit dans le mouvement social et dans le syndicalisme, où il y a une série de gens, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas être méchant, mais il y a une série de gens, à partir notamment des Gilets jaunes, qui théorisent la radicalité, c'est-à-dire la radicalité dans les formes d'action ou dans les formes de langage, comme étant un gage, on va dire, de labeur révolutionnaire. Et ça me paraît en effet très dangereux. Et si on reprend la définition de Lénine du gauchisme, je pense qu'on peut y retrouver des choses. Voilà, c'était des petites réflexions. Et monsieur André, de votre façon, Je trouve qu'on a un avantage en parlant de Lénine, c'est que sur la temporalité, on vient après, par rapport à nous aujourd'hui. On aura l'occasion de s'entendre, de voir un peu comment on s'est débrouillé dans nos temporalités à nous, au milieu des crises auxquelles on est confronté. Donc ça, on verra. Ce que je trouve très passionnant dans la question qui est posée, en tous les cas, parce qu'elle nous est posée assez à nous, c'est comment on traite la question du pouvoir. Et effectivement, comme la question du pouvoir a été évacuée du débat politique à gauche, pas seulement à gauche, un peu partout, mais les autres, il était évident. Mais en tous les cas, la question du pouvoir, et pas seulement de la prise du pouvoir, mais du pouvoir, donc on est obligé d'y revenir d'une certaine manière, je crois que... J'attirerai quand même l'attention sur le fait que s'il y a effectivement une carence, en tous les cas elle est vécue comme telle, de pensée stratégique, le retour de la question sociale et notamment le retour de la question des classes populaires et de leur écart par rapport à la politique devient aujourd'hui un thème politique qui pose une question stratégique et qui réinvestit, je crois, la stratégie. C'est une petite parenthèse. Mais quand même, non, la question elle porte, je reviens peut-être sur Lénine, pour deux questions qu'on peut se poser à partir de nos préoccupations. D'abord, peut-être c'est trop long, je lirai votre livre, je n'ai pas encore lu, c'est dans les temporalités, à quel moment vous sentez qu'il y a des moments de cristallisation chez Lénine, du mûrissement finalement. C'est-à-dire à quel moment, bon, il y a les évolutions objectives, hein, il y a l'analyse, donc il y a le rapport qu'il a au réel, et dans ce rapport réel, il y a des moments,
Vous avez parlé d'opportunités. Après, les opportunités, c'est l'action, c'est le moment où on décide de faire telle ou telle chose. Mais ça détermine donc, la stratégie détermine aussi la forme de l'action, y compris la forme de l'organisation. Ce qui vaut pour nous d'ailleurs, parce qu'on y est allé en avant. Mais ça, c'est une première question. La deuxième, c'est quel est le rapport de Lénine au communisme? C'est-à-dire? Et voilà. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, on est confronté à cette question, communisme ou socialisme. Il y a du côté du Parti communiste un travail qui s'est fait depuis les années 90 sur le communisme comme mouvement réel pour rompre avec l'idée d'étape, qui avait été celle du programme commun. Donc, de rompre avec l'idée qu'il y a des étapes, qui était aussi un peu héritée du stalinisme. Et donc, il y a effectivement là l'idée qu'on va sur un processus de dépassement, qui n'est pas aussi simple, qui n'est pas mécanique, etc. Mais aujourd'hui, on peut avoir un rapport à quel sens ça a de parler de communisme. Or, c'est un des débats qu'il y a à gauche dans une réflexion stratégique qui n'est pas encore complètement publique, mais qui est réelle en tous les cas, d'autant qu'elle se détermine aussi par rapport à socialisme, pays socialisme, etc. Et que la question du communisme ne peut pas être simplement vue à travers soit le stalinisme, soit l'effondrement des pays qui s'en sont réclamés. Il y a plein de choses. Il y a encore. Il y a déjà énormément de choses. On peut peut-être pas prendre le batch là. Non, après, j'essaie de répondre à quelques trucs, sinon je vais oublier des trucs. Bon, il y a je réponds sur plein de petits points qui ont été posés. Merci sur la question du dogmatisme, parce que ça aussi c'est intéressant d'entendre pour moi que finalement Lénine était quelqu'un qui n'était pas dogmatique, parce que ça, quand vous sortez du bâtiment là, vous allez dans la rue, vous demandez est-ce que Lénine c'est un dogmatique, il va vous dire évidemment. Il y a quelque chose d'anti et de contre-intuitif si vous voulez, et je pense que vous avez profondément raison, c'est-à-dire que Lénine c'est d'abord quelqu'un qui, en marxisme, donc on peut considérer que c'est un dogmatisme, pas mon point de vue, mais on peut très bien considérer, c'est quelqu'un qui fait, je répète, l'analyse concrète d'une situation concrète et qui veut réactualiser les chaînes de pensée de Marx en fonction de la réalité. La prise du pouvoir, oui, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée stratégique du pouvoir, de la conquête du pouvoir, dans quel type d'État on vit. Si je voulais encore un petit peu polémiquer, mais si vous avez une branche, si vous voulez, un petit peu sur la question de l'écologie, sur la question des communautés, sur la question... On se retrouve au temps de Proudhon, si vous voulez, et des phalanstères, Holloway, si vous voulez, c'est du proudhonisme. C'est l'idée que finalement, on peut se séparer du monde social tel qu'il est et recréer des espaces sociaux libérés. C'est sa vieille idée, si vous voulez, proudhonienne, qui a 150 ans, et à mon avis, sur lequel Marx a mis un coup de butoir définitif. Et sur la question du pouvoir, si on prend la perspective telle que je la comprends, qui est celle de LFI, j'ai quand même l'impression que c'est l'idée que l'État, finalement, est un instrument au service de l'intérêt général, mais qui serait confisqué par une oligarchie. Mais il y a quand même cette idée que l'État est un outil au service de l'intérêt général. Et ce qui, à mon avis, est une naïveté, on en a parlé tout à l'heure, parce que si vous faites fonctionner l'État au service de l'expropriation des classes dominantes, eh bien, vous verrez que l'État n'est pas au service de l'intérêt général et vous prendrez un épisode répressif. Ensuite, sur la question de la temporalité, oui, il y a des moments précis où Lénine sent qu'il faut accélérer. Il le sent parce que c'était aussi des avant-gardes qui étaient liés, ils étaient liés aux soviets, ils circulaient, Jean Maladi, ils étaient en lien permanent avec des intellectuels occidentaux, des cercles organisés, etc. Et fondamentalement, c'est au moment de la guerre que ça se cristallise. Lénine sent que le prolétariat n'en peut plus de la guerre et qu'il faut avancer pour, comme le disait madame, le mot d'ordre c'est le pain et la paix. Et à ce moment-là, effectivement, il arrive à la fois à cristalliser un mot d'ordre qui prend avec lui l'ensemble du prolétariat et de la paysannerie pauvre. Dernier point sur le rapport au communisme. Bon, Lénine est un marxiste classique, c'est-à-dire qu'il a quand même cette vision qu'on construit une transition socialiste et que le communisme est le stade final, finalement, de la transformation, le deuxième stade selon Marx. Mais l'originalité, c'est celle de Lénine et de Trotsky de considérer, j'en ai un petit peu parlé, que la Russie, même arriérée, même en retard par rapport aux pays occidentaux, pouvait s'orienter vers le socialisme. Et là, c'est une brèche intellectuelle forte, totale vis-à-vis des mencheviks et de l'ensemble des socialistes européens, me semble-t-il, cette idée qu'un pays arriéré dans un contexte impérialiste, donc globalisé, pouvait ne pas passer par la phase bourgeoise, démocratique, mais passer directement à la phase de la dictature du prolétariat. Ça, c'est de la part de Lénine et de Trotsky un génie complet.